Elles tendent à abolir la hiérarchie entre les images. Ce qui est l'intérêt des études visuelles anglo-américaines, c'est leur intérêt pour les images, mais pour le visible, entendu plus largement. Voire même pour des éléments qui n'ont plus grand-chose à voir spécifiquement avec des questions de visibilité, comme des catégories intellectuelles, comme le fétichisme, le totémisme, le fétichisme de la marchandise ou fétichisme dans la théorie freudienne. Donc des choses dont les visibilités sont vraiment marginales. Donc il y a un regard élargi qui va au-delà des images, et lorsque les images sont considérées, oui, il y a une démarche intellectuelle que j'ai explorée dans le livre avec cette notion de populisme, l'idée d'un populisme qui viendrait justement déporter le regard des images hautes, des images nobles, vers des images vulgaires, vers les images de la communication ordinaire, vers des images sous-évaluées, imagerie pornographique, etc. Il y a non pas la mise en équivalence de ces images, mais il y a une certaine manière de les relier entre elles, c'est-à-dire de voir comment les visibilités ordinaires, et ça très tôt dans les études visuelles, dès les années 80, dès les premiers travaux d'historiennes de l'art comme Svetlana Alpers par exemple, comment est-ce que des images ordinaires, des visibilités ordinaires, certains dispositifs sont reliés culturellement en prise avec les chefs-d'œuvre de la peinture hollandaise du XVIIe siècle dans le cas d'Alpers, c'est-à-dire comment ces choses-là font sens ensemble, autant d'un point de vue culturel qu'historique, voire politique. Il y a une opération de traduction évidente. Pour avoir fait beaucoup de traductions théoriques, donc avoir traduit certains théoriciens, certaines théoriciennes des visual studies, cette question-là de la traduction, évidemment, m'a non pas obsédé, mais en tout cas a fait vraiment partie intégrante de ce travail de réflexion. Il y a évidemment quelque chose qui se perd, il y a aussi quelque chose qui peut être gagné. C'est qu'une partie du fond théorique des études visuelles américaines vient du champ francophone. C'est Roland Barthes, c'est la sémiologie, c'est Michel Foucault et ses questionnements politiques sur la visibilité, le panoptique. C'est Jacques Derrida, Jean-François Lyotard. Donc des choses qui viennent du champ français et qui ont véritablement leur origine intellectuelle dans le monde francophone, tout d'un coup, ces cadres intellectuels ont été déplacés dans le monde anglo-américain. Et c'est un effet retour finalement auquel on assiste avec une réception des visual studies dans le champ francophone. Donc il est évident qu'on perd potentiellement quelque chose. En même temps, c'est aussi une possibilité de redécouvrir ce qui a été importé initialement. Il y a une trajectoire intellectuelle très intéressante dans cet effet d'aller et de retour qui n'est pas unique dans l'histoire des idées au XXe siècle, où beaucoup d'idées européennes finalement ont circulé de manière transatlantique. Ce qui est très important, c'est finalement de conscientiser, de réfléchir à ce qu'on gagne et ce qu'on perd en utilisant cette notion d'étude visuelle, qui à mon sens est trop souvent utilisée de manière abstraite et qui finalement noie la spécificité intellectuelle de ces travaux dans le monde anglo-américain. Les images qui veulent quelque chose, c'est la grande théorie de Thomas Mitchell, W.J.T. Mitchell, donc un théoricien littéraire et historien de l'art américain, qui a développé cette idée d'un vouloir des images qui finalement est une manière de répondre au problème de la signification et au problème du pouvoir. Les images ont très souvent été analysées comme les textes ou les énoncés linguistiques pour leur signification ou pour leur pouvoir. Le désir, tout d'un coup, c'est poser la question de ce qu'elles n'ont pas comme pouvoir, le pouvoir qui leur fait défaut, et la signification qu'elles n'ont pas, ou qu'on n'arrive pas à extraire. Et le vouloir des images, c'est se dire mais qu'est-ce qui reste en fait? Quand les images ne signifient pas, quand les images ne peuvent pas, que désirent-elles? Et la question vient pallier à cette... essayer de trouver ces réponses supplémentaires, ce silence des images, meubler ce silence des images qui est finalement la condition ordinaire d'interaction avec elles. À mon sens, oui, les images veulent certaines choses. En tout cas, c'est une question qui a un sens à être posée. Une des grandes thématiques actuelles des travaux, pas uniquement sur la visibilité, mais de théorie littéraire, de théorie politique, porte sur la notion d'attention. Se demander ce que veulent les images, c'est notamment répondre, oui, les images veulent une certaine attention. Ce n'est pas l'attention de celles et ceux qui les fabriquent, ce n'est pas l'attention désirée de celles et ceux qui les diffusent. Dans le rapport direct à l'image, une forme d'attention est un vouloir
d'un objet symbolique, plus largement, ou d'une image qui tout d'un coup convoque le regard. Et donc elle veut évidemment cette attention.